Alors, donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat, voici nos coordonnées pour nous contacter. Nous sommes à votre disposition donc, au 33 bis rue Faubourg-Saint-Jaume, du mardi au vendredi. Vous avez nos coordonnées. On accompagne donc les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Et récemment, on a beaucoup de copropriétés qui nous ont contactés avec des chaufferies gaz, les prix des énergies qui augmentent et qui ont cette problématique. Que faire pour améliorer le confort dans nos bâtiments et puis réduire un peu nos factures? C'est pour ça qu'on a lancé toute une série de webinaires sur ce thème. Et ce soir, nous commençons avec GRDF. Nous avons donc avec nous Sébastien Wagner et Thomas Moyano de GRDF Occitanie Méditerranée. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je vais vous laisser du coup vous présenter, prendre la main sur la suite de ce webinaire. À vous. Merci Sabrina. Donc, je démarre. Donc, Sébastien Wagner, je suis le responsable d'agence pour GRDF sur Occitanie Méditerranée. Donc, cette agence couvre les domaines tertiaires, industrie et résidentiel, donc la partie également copropriété. Je te laisse te présenter, Thomas, du coup. Ouais, bonjour à tous. Pour ma part, c'est Thomas Moyano. Je suis ingénieur efficacité énergétique au sein de l'agence GRDF Occitanie Méditerranée. Voilà. Donc pour démarrer, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est déjà vous rappeler qui est GRDF, puisque dans le monde de l'énergie, il y a quelques confusions. Donc GRDF est un distributeur de gaz qui a été créé en 2007 et qui est une filiale d'Engie. Ce qui est important, c'est de noter l'indépendance. On est rattaché à Engie, pour autant, on a une indépendance, on doit l'impartialité à l'ensemble des acteurs autour de la chaîne gazière. Je vous présenterai quelques éléments tout à l'heure. Nous avons des missions, bien entendu, promouvoir les usages du gaz naturel, acheminer le gaz pour l'ensemble pour le compte de la totalité des fournisseurs, de raccorder, on en parlera un peu, l'ensemble des producteurs biométhane à notre réseau. Donc, nous verdissons le gaz. On distribue ce gaz en toute sécurité aux 11 millions de clients. Donc, on a aussi des missions qui sont confiées sur la sécurité d'installation. Et puis, nous développons et entretenons les 200 000 kilomètres de réseau que nous avons sur les 9 500 communes gazières en France. Ce qui est important, dans la chaîne de distribution, il y a tout un tas d'acteurs. Il y a un contexte énergétique que vous avez vécu récemment avec une crise ukrainienne. Donc, il y a bien d'un côté la production avec la fourniture de la molécule, le transport, le stockage et une partie qui est la distribution. Donc, GRDF est un acteur de la chaîne gazière, mais intervient uniquement sur la distribution. Et ensuite, vous avez la totalité des opérateurs qui sont les fournisseurs qui fixent les prix et qui vous proposent des différents contrats. Donc, GRDF, son rôle, c'est d'acheminer le gaz pour le compte de l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Un point important, dans le contexte global en France, vous avez à peu près un panel. Alors, on est sur une énergie globale, hein, quel que soit le secteur d'activité, mais de rappeler que le gaz, c'est à peu près un tiers des consommations que vous avez. Vous avez l'électricité, vous avez du pétrole, donc ça mélange aussi le transport. Hein, donc, c'est important de souligner que la partie pétrole est aussi faite pour le transport. Et un message important, c'est que ce gaz, on sait qu'aujourd'hui, c'est un gaz fossile et on le transforme en énergie décarbonée avec des gaz verts que l'on développe au fur et à mesure. La première partie, en tout cas, pour rappeler le contexte de qui on est en tant que distributeur. Et puis, on va pouvoir attaquer la partie un peu plus pratique concernant la rénovation des bâtiments. Thomas, je te laisse la main. Ok, super. Merci Sébastien. Bon, du coup, on passe sur la deuxième partie, sur un petit peu la partie hybridation. On va se questionner déjà, avant de rentrer dans le détail, on va dire un peu plus technique de c'est quoi l'hybridation pour nous, GRDF, selon nous. On va se poser la question de pourquoi l'hybridation. Alors, il y a plusieurs raisons sur la pertinence d'hybrider des systèmes. La première, c'est que donc en alternative à une chaudière gaz, on pourrait tenter de se dire on met une pompe à chaleur 100% électrique.
Nous, la première raison pour laquelle on dit que ça peut entraîner des difficultés, c'est quand on regarde les appels, les besoins en énergie de toute la France, toute énergie confondue. On se rend compte que sur la période hivernale, le jour en hiver où on a le plus besoin d'énergie, comparé au jour en été où on en a le moins besoin, il y a un rapport de 4, c'est-à-dire qu'on a 4 fois plus besoin d'énergie le jour où il fait le plus froid l'hiver, par rapport au jour où on en a le moins besoin l'été. Et on le voit bien sur ce graphe, la partie verte qui correspond à l'énergie gaz, elle est beaucoup plus importante sur ce jour-là, où il y a 4 fois plus besoin d'énergie que pendant l'été. Là où pour l'électricité, en fait, ce bandeau reste quasiment constant. Et donc demain, ça montre en tout cas la nécessité d'avoir plusieurs énergies qui répondent à plusieurs critères. On a bien l'électricité avec un bandeau nucléaire bas carbone qui nous permet d'avoir la base de nos besoins en énergie. Et puis l'énergie gaz qui est stockable, qui permet de faire ce delta d'appel en énergie. On peut stocker pendant l'été et puis délivrer cette énergie pendant l'hiver, là où il y en a le plus besoin. Et donc, de facto, introduire des notions de système hybride dans nos logements, ça veut dire que pendant cette pointe hivernale, le fait d'avoir 2 énergies, on pourra utiliser l'énergie gaz plutôt que l'énergie électrique, et ça permet de diminuer donc de 28 la pointe de puissance pendant la période hivernale, d'avoir un système hybride. Ça, c'était pour la première réponse au pourquoi hybrider. Pour la seconde, si on passe sur la slide suivante. Alors, je suis embêté, j'ai plus la main. Pourquoi vous n'avez plus la main? Pourtant, c'est marqué C'est pas grave. une attente. Je le passe moi. Oui. Alors, attendez. Ou alors, peut-être que je peux vous le... Non. C'est bizarre que vous n'avez plus la main. Allez, donc je passe la slide, c'est ça? Ouais, super. Allez, pardon, je prends la main. Merci. Désolée. La deuxième raison, du coup, c'est du coup pour pouvoir consommer la meilleure énergie au meilleur moment. On sait que la pompe à chaleur, elle est très performante sur les périodes tempérées, lorsque les températures sont tempérées. Et puis plus il va faire froid, plus la puissance de la pompe à chaleur et le rendement de la pompe à chaleur va diminuer. Donc quand il va commencer à faire froid, on va pouvoir avoir 2 systèmes qui fonctionnent l'un et l'autre. Et puis lorsque la pompe à chaleur n'est plus en mesure de fournir la quantité de besoin nécessaire, ou en tout cas à un rendement qui se dégrade, alors la chaudière peut prendre le relais complètement. Donc ça, c'est vraiment le fait d'avoir 2 énergies et puis à utiliser le meilleur des 2 systèmes au meilleur moment. Le point qu'on peut souligner là-dessus, c'est que le fait d'avoir 2 énergies permet de pouvoir basculer, de choisir un peu laquelle on consomme. Et aujourd'hui, on voit que les fournisseurs d'énergie mettent en place des contrats de fourniture, donc les contrats type tempo, qui permettent, lors des jours de forte tension sur le réseau électrique, si on s'efface de ce réseau, ça nous permet d'être un levier d'économie supplémentaire. Et donc, du coup, ça permet de diminuer de 40% le tarif de notre contrat de fourniture par rapport au tarif bleu en heure creuse. Voilà. Donc, c'est 2 énergies que l'on choisit quand on consomme l'une et l'autre, et c'est un levier supplémentaire d'économie en termes de contrat d'énergie. Merci pour la suite. Ça fait le lien avec la petite slide sur le prix des énergies. La troisième raison de pourquoi hybrider, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On l'a vu l'année dernière, qui a été une année assez exceptionnelle en termes du marché de l'énergie, notamment avec la crise russo-ukrainienne. Le fait de ne pas avoir cette boule de cristal, voilà, on a 2 énergies. Ça permet d'avoir 2 pieds sur lesquels danser. Si je dois relever 2 points sur ce slide, le premier, c'est qu'on voit effectivement l'année 2022 qui a été anormalement agitée, avec des pointes sur les réseaux, sur les prix des marchés des énergies. Donc on voit la ligne bleue en bas, c'est le prix du gaz, et la ligne rouge en haut, qui est le prix de l'électricité. Donc on voit bien qu'il y a toujours ce gap avec le prix de l'électricité qui est en moyenne toujours à peu près entre 2,5 et 3 fois plus élevé que le prix du gaz. Et donc on a l'habitude de communiquer sur les hausses du prix du gaz dans la presse. Il faut se dire qu'à chaque fois, il y a à peu près la même hausse sur le prix de l'électricité. Alors l'année dernière, il y a eu le bouclier tarifaire qui a été mis en place, qui a permis de gommer un petit peu
ces augmentations-là. Pour autant, sur les prix de marché et puis sur les personnes qui étaient, enfin, en tout cas les secteurs d'activité qui n'étaient pas soumis au bouclier tarifaire, ils ont réellement ressenti ces fluctuations. Et puis, dernier point qu'on peut relever sur ce slide, c'est qu'on voit qu'il y a un retour à la normale sur les marchés. Aujourd'hui, le prix du gaz est repassé aux alentours des 40 € du mégawattheure et le prix de l'électricité est revenu sur à peu près entre 110 et 120 € du mégawattheure. Donc voilà, on est revenu sur des tarifs un petit peu plus, on va dire, dans la norme. Un dernier point sur pourquoi l'hybride, c'est tout simplement pour agir sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a un objectif annoncé de réduction des consommations globales de gaz donc en France à horizon 2030, qui s'inscrit dans une réduction globale d'énergie. Donc l'objectif, c'est de réduire nos consommations énergétiques, toute énergie confondue. Et finalement, ces réductions-là, comment on peut y arriver? C'est en partie grâce à l'efficacité énergétique, donc à la performance des bâtiments. Donc, on sait bien que rénover un bâtiment, avant de rénover une chaufferie, on réfléchit à la rénovation de notre bâtiment, de l'isolation de notre bâti pour réduire les besoins. Et puis, une fois qu'on a réduit ces besoins, on va pouvoir rénover la chaufferie et entre autres, via de l'hybridation, on va pouvoir transférer une partie de ces consommations-là, donc en 100% gaz, sur des consommations qui seront de l'ordre sur des systèmes hybrides. Voilà, pour cette slide-là. Vous l'aurez compris, l'hybride, finalement, ça peut être résumé tout simplement pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On va utiliser plusieurs énergies à plusieurs moments et avec la meilleure pertinence possible. Donc, on rentre maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet sur finalement comment nous, GRDF, on imagine, ou en tout cas on a en tête un système hybride. Donc on est d'accord qu'on parle de solutions collectives, donc on est sur des chaufferies collectives. Et finalement, pour nous, l'objectif, ça va être de raccorder une pompe à chaleur et une chaudière collective sur un ballon d'eau chaude. Et ces deux systèmes-là vont pouvoir fournir au bâtiment donc l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Bon, on sait que dans certains cas de figure chez nous, c'est possible qu'il n'y ait que de l'eau chaude sanitaire, mais bon, dans la globalité, c'est pour fournir l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et donc ces deux systèmes-là, ils vont pouvoir être régulés donc via un système de régulation qui va pouvoir dire en fonction voilà, des performances de la pompe à chaleur et de la disponibilité de l'énergie gaz dans la chaudière, on pourra fournir ça. Le point important à relever là-dessus, c'est que pour nous, c'est là où on va avoir la pertinence de mettre en place ces solutions-là, c'est dans le fait de pouvoir réduire au maximum la puissance de la pompe à chaleur pour réduire en fait tout simplement les investissements qui incombent à cette technologie-là. On sait que c'est une pompe à chaleur et on le verra un petit peu plus tard sur les prix, mais une pompe à chaleur à puissance équivalente est plus chère qu'une chaudière. Donc on va réduire la puissance de la pompe à chaleur tout en gardant en fait l'utilisation maximale de la pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on va réduire par exemple on va passer à 20% de puissance de la pompe à chaleur sur les besoins globaux pour qu'avec ces 20% de puissance, on arrive à traiter entre 60 et 80% des besoins. Et puis finalement, notre chaudière sera là pour faire les compléments en température et en puissance lorsque la pompe à chaleur n'arrive pas à fournir l'énergie nécessaire, la chaleur nécessaire au ballon. Voilà pour ces premiers points. Donc du coup, à quoi ça ressemble si on devait imager de ça de manière un petit peu plus précise? Ça ressemble à ça. Donc on retrouve les unités extérieures, donc les pompes à chaleur qui sont des pompes à chaleur monobloc. Donc on circule en général en liaison hydraulique entre l'unité extérieure et les ballons de stockage liés à chaque pompe à chaleur. Et puis on va avoir de l'autre côté la chaudière qui vient en complément sur le ballon d'appoint pour faire l'appoint et l'appoint de puissance et de température sur ce que n'arrive pas à fournir la pompe à chaleur. Un avantage qu'il y a sur cette technologie-là aussi, c'est de se dire finalement, avec ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une chaudière qui va être dimensionnée à 80% de la puissance nécessaire.
et ben, finalement, que cette chaudière elle soit à 80% ou à 100%, le delta de prix n'est pas énorme, voire négligeable. Et donc, du coup, on va avoir une chaudière dimensionnée à 100% du besoin qui va nous permettre d'avoir tout simplement un système de secours. C'est-à-dire qu'on va avoir notre pompe à chaleur qui va fonctionner au maximum du temps pour couvrir entre 60 et 80% de nos besoins. Mais si jamais on a des opérations de maintenance ou une indisponibilité, ben, on aura toujours notre chaudière qui sera là pour couvrir 100% du besoin. Alors, je disais, l'un des points clés de cette solution, ça va être de réduire la puissance thermodynamique, c'est-à-dire la puissance de la pompe à chaleur. Et ça va avoir comme avantage, les deux gros avantages que l'on voit nous, c'est d'abord une réduction en fait de l'encombrement dans la chaufferie et en terrasse technique ou en toiture, c'est-à-dire qu'on va réduire l'encombrement et la taille des pompes à chaleur. En fait, on va pouvoir venir jouer en réduisant la puissance de la pompe à chaleur. On va pouvoir venir réduire toutes les contraintes propres à cette technologie. On sait que ça peut être des nuisances sonores, des nuisances, enfin, ça peut être, on va réduire le poids et on va réduire la taille de ces systèmes. Et puis l'autre avantage, c'est aussi en termes d'investissement. On sait que on va pouvoir, en diminuant la puissance de la pompe à chaleur, on va pouvoir avoir des coûts d'investissement réduits de 30%. Donc, si on est sur, ça dépend forcément de la taille de notre résidence. Et donc, sur voilà, des bâtiments de type R+2, 18 logements, on va avoir une réduction estimée à 30%. Et puis, sur des résidences de 35 logements, une réduction de 40% par rapport à une solution pompe à chaleur seule. Donc on voit vraiment l'intérêt aussi, c'est de finalement, on se dit, si je prends une pompe à chaleur de 20% et que je fais le reste en gaz, ça me permet de faire des économies déjà rien qu'à l'investissement. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Donc là, voilà, c'est pour, on a essayé d'imager un petit peu, que ce soit sur les coûts à l'investissement ou en termes de facture énergétique, sur les 2 énergies confondues. Donc là, un petit point pour dire que on vient comparer la chaudière collective gaz classique. Au milieu, le système hybride, donc avec une pompe à chaleur hybride collective, et puis le système pompe à chaleur électrique RO collective, donc 100% pompe à chaleur. En dessous, on met donc une image pour savoir un petit peu les étiquettes énergétiques atteignables avec ces systèmes-là. Et puis, en termes de coût d'investissement, on voit, et c'est là que ça devient très intéressant, on avait avec une chaudière collective simple, là où on avait un coût d'investissement aux alentours des 20 000 euros, eh bien, on va se retrouver avec un coût d'investissement à 80 000 euros si on passe avec une pompe à chaleur électrique dimensionnée à 100%. Puis on va pouvoir réduire cet investissement, le fait de venir hybrider les systèmes, à 53 000 euros. Donc là, on vient vraiment casser l'idée reçue de se dire, j'ai 2 systèmes, donc ça va être plus cher. Non, non, on va pas, c'est pas 2 systèmes qui se rajoutent, donc on va rajouter de l'investissement. On va dimensionner nos systèmes au meilleur des 2 pour le fait d'être dimensionné au plus juste, ça va permettre d'être un levier d'économie. Et puis enfin, pour casser la deuxième idée reçue de dire, je vais avoir un double abonnement sur mon contrat d'énergie, là aussi on dit, oui, mais si on reprend l'argument notamment que j'avais tout à l'heure avec les tarifs les tarifications dynamiques et avec les contrats type tempo qui sont de nouveau, qui sont bien d'actualité de nos jours, ça permet de venir équilibrer la facture énergétique. Donc on voit que le fait de consommer de l'électricité et du gaz, ça coûte pas plus cher, voire moins cher que de consommer uniquement de l'électricité. C'est bon pour moi sur ce slide. Donc sans trop rentrer dans les détails, j'ai essayé de vous détailler un petit peu la vision que l'on porte nous sur les chaufferies hybrides que l'on pourrait voir aujourd'hui et puis demain dans les projets de rénovation. Et je n'ai parlé que de pompe à chaleur, mais il faut savoir que finalement, dans cette définition, dans cette vision de la chaufferie hybride, finalement, on peut raccorder une pompe à chaleur sur sur ce ballon multi-énergie, mais on peut y raccorder toutes sortes d'autres énergies, notamment des chaudières à bois, par exemple. On sait que les chaudières biomasse ont un certain coût, qui sont financées par du fonds chaleur, mais voilà, peut-être que ça peut être intéressant d'imaginer une chaudière biomasse avec en complément une chaudière gaz collective pour allier le meilleur des 2 mondes, et puis idem avec du solaire thermique. Donc on voulait faire un petit focus à l'occasion de ce webinaire sur le solaire thermique aussi, qui est aussi une bonne solution, surtout dans notre région très ensoleillée. Puis je sais qu'on a
on a dans notre région des experts sur ce domaine-là qui sont capables de vous accompagner. Alors peut-être juste pour revenir sur la slide. Ouais. Pour le solaire thermique, comment on voit ça? Donc c'est tout simplement un capteur qui est positionné en toiture, hein, donc avec un circuit d'eau primaire que l'on voit sur la gauche ici. Donc on va avoir de l'eau qui va circuler et puis qui va venir se réchauffer donc au travers du capteur solaire en toiture, et puis qui va venir préchauffer à l'aide de l'échangeur que l'on voit ici au milieu entre le capteur et le ballon de stockage. On va venir stocker de l'eau chaude dans ce ballon-là. Et puis après, lorsqu'on a un besoin d'eau chaude sanitaire dans le bâtiment, l'eau chaude est retirée. Et puis, si jamais cette eau n'est pas suffisamment à température, alors on a la chaudière qui fait l'appoint en température pour que l'eau chaude sanitaire soit toujours à la bonne température lorsqu'elle est soutirée. Donc voilà le principe. Bon, c'est une technologie qui peut avoir eu quelques contre-références au début des années 2000 lorsque ça a été lancé, on va dire, à grande échelle, et puis parce qu'il y avait certaines contraintes de dimensionnement qui n'étaient pas forcément toujours respectées. Pour autant, voilà, je veux dire, l'énergie solaire, euh, c'est ce qu'il y a voilà, enfin, de primordial à pouvoir l'utiliser chez nous. En tout cas, ce serait dommage de ne pas en profiter. Euh, Ensuite, si on se focus un petit peu sur les atouts, alors déjà, pour compléter le schéma précédent, voilà, on peut imaginer, voilà, pour que ce soit peut-être plus facile de se projeter, à quoi ça ressemble dans un logement, dans un bâtiment de logement collectif. On retrouve le capteur solaire, le ballon de stockage, le ballon d'appoint, la petite chaudière sur la droite, et puis donc l'eau chaude sanitaire qui est distribuée dans la totalité du bâtiment. Ce qu'on peut retenir sur les gros atouts de cette solution, donc du solaire thermique, il y en a de pleines configurations différentes. Ici, on parle bien d'un chauffe-eau solaire collectif, ou on appelle ça aussi le chauffe-eau solaire centralisé. Pourquoi centralisé? Parce que c'est tout centralisé sur un seul point. Il y a des systèmes solaires qui permettent un appoint individualisé. Il y a d'autres configurations. Celle-ci, c'est la configuration la plus mature et la plus pertinente sur cette technologie-là. Donc au niveau des atouts, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement là, on va pouvoir traiter 50% des besoins ECS juste avec le solaire thermique. Donc c'est primordial, hein, quand on sait que dans notre région, avec les bâtiments qui sont de mieux en mieux isolés, les besoins en eau chaude sanitaire deviennent des besoins prépondérants dans les consommations énergétiques de notre logement. Et donc finalement, si on vient traiter 50% de ces besoins ECS, on vient traiter déjà une bonne partie de la totalité des consommations du logement. Ensuite, on sait que c'est une technologie qui permet d'accéder à des financements avec le fonds chaleur notamment, avec des subventions de la région et des collectivités. Ça permet du coup de facto de réduire les factures énergétiques grâce à la production donc, de l'eau chaude sanitaire par le solaire. Et puis enfin, c'est un système comparé à d'autres configurations qui permet une répartition équitable de l'énergie solaire entre les différents logements. On imagine que dans une résidence, si chacun décide de mettre en place son capteur solaire à l'échelle de son bâtiment ou de sa toiture, bah, tout le monde ne serait pas égaux sur l'exposition, sur la capacité voilà, d'avoir une bonne production. Donc ici, voilà, vu que c'est un système centralisé, on a une répartition équitable de l'énergie renouvelable qui est captée sur ce système. Je reviens sur le schéma d'avant. Donc, on a parlé d'hybride et on a parlé de toutes les solutions que l'on peut venir mettre en fait en complément d'une chaudière gaz, ou voilà, les deux systèmes qui peuvent venir être couplés sur un ballon multi-énergie pour produire de la chaleur et que ce soit de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. Et nous, on voulait refaire un focus finalement sur le fait de dire, aujourd'hui, cette chaudière collective, elle consomme une partie de gaz fossile, une grosse partie de gaz fossile. Pour autant, c'est un système qui, dès aujourd'hui, est compatible gaz vert. C'est-à-dire que nous, on développe de plus en plus du gaz renouvelable. On a pour ambition d'avoir 100% de gaz renouvelable à horizon 2050 qui sont dans les tuyaux. 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des consommations à l'échelle nationale
finalement seront en adéquation avec la production de gaz vert. Et puis donc ce gaz vert, la molécule est identique à la molécule de gaz naturel aujourd'hui fossile. Donc au niveau des chaudières et des équipements déjà en place, ça n'implique aucun travaux supplémentaires finalement. Donc aujourd'hui, on met une chaudière qui peut consommer du gaz fossile. Demain, on décide de consommer du gaz renouvelable et c'est la même chaudière qui consommera le gaz renouvelable. Et donc ça va faire la transition avec la dernière partie. Je me permets d'enchaîner vu qu'il y a pas, j'ai pas vu d'autres questions, si ce n'est les remarques de Monsieur l'archevêque à juste titre hein, sur le traitement de l'eau de ces systèmes-là. Donc on fait un petit focus sur le gaz renouvelable parce que pour nous c'est vraiment on croit en la décarbonation de notre économie et de notre énergie à l'échelle nationale avec le gaz et le gaz renouvelable comme vecteur de cette décarbonation. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics et on a un message de fond sur le gaz, et en tout cas sur notre énergie, qui vise à dire décarbonation égale électrification. Ce qui est vrai dans la mesure où si on arrive à développer des réacteurs nucléaires, si on y arrive dans les temps, on arrivera à décarboner notre énergie. Pour autant, il y a d'autres moyens qui sont possibles pour décarboner notre énergie et le gaz renouvelable en est un. Surtout si on se souvient de ma première slide avec la notion de mix énergétique et de nécessité d'avoir des énergies stockables. C'est une réelle réponse à avoir une énergie stockable disponible sur notre territoire. Et donc cette énergie, c'est quoi? C'est finalement des déchets organiques. Donc on parle de résidus de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, donc tout ce qui est effluent d'élevage, notamment dans le nord de la France. Dans notre région, ça va plutôt être en majorité des boues des stations d'épuration qu'on va pouvoir revaloriser. Et puis demain, avec l'obligation du tri des déchets à la source, ce sera par exemple les déchets donc des collectivités et des ménages qui pourront être revalorisés. Donc ici, on parle de déchets organiques qui vont, via une dégradation naturelle, donc dans une atmosphère privée d'oxygène, vont produire un nuage gazeux. Et ce nuage gazeux, on va le capter, on va l'épurer, on va l'odoriser pour des questions de sécurité. Il faut savoir que le gaz naturel n'est pas naturellement odorisé, hein, n'a pas d'odeur. Et donc on vient l'odoriser pour des questions de sécurité, pour pouvoir détecter plus facilement des fuites. Et on vient contrôler sa qualité et puis on vient l'injecter dans le réseau. Alors je dis on parce que finalement, nous, GRDF, on intervient dans toute cette chaîne-là uniquement au petit milieu, là, au niveau de l'épuration et au niveau du poste d'injection, même pas de l'épuration. Tout ce qui est en amont, ce sont des porteurs de projets, type des agriculteurs. On a le cas sur Florensac ici dans notre région, des porteurs de projets qui viennent nous voir en nous disant voilà, moi j'ai une capacité d'injection, je vais produire du gaz renouvelable, j'ai telle quantité, est-ce que je peux l'injecter dans votre réseau? Et puis nous, on va faire les études pour voir si on peut le raccorder, si on a des critères de rentabilité sur l'investissement à faire sur le réseau, et puis si le réseau est en capacité d'accepter cette production de gaz renouvelable. Et donc ce gaz renouvelable, une fois qu'il est injecté dans le réseau, il est complètement mélangé avec le reste des molécules fossiles, et puis il va venir servir en fait à tous les usages, au même titre que le gaz naturel, pour le chaud sanitaire, pour le chauffage, pour la cuisson, et puis pour la mobilité. Autre point important sur cette énergie-là, c'est qu'elle va pouvoir produire en coproduit, en tout cas, tout ce qui reste de la matière qui a été dégradée. Donc, ça représente à peu près 80% du volume initial quand même. C'est le digestat. Le digestat qui va pouvoir être utilisé du coup comme engrais naturel et qui va pouvoir servir donc en étant en épandage dans les champs en substitut aux engrais chimiques. Moi j'ai fini pour cette slide. Donc on a regardé un petit peu comment est produite cette énergie, et maintenant on peut regarder finalement qu'est-ce que ça représente sur notre territoire. Déjà, où est-ce qu'elle est produite? Donc vous voyez que si on regarde une carte de France des sites, on voit qu'il y a une forte densité, on va dire, dans le nord de la France, qui correspond finalement plus à tous les endroits où il y a de l'élevage de manière un peu plus intensive que chez nous.
aujourd'hui, on est à 9 TWh de capacité de production installée, qui sont répartis sur 526 sites. Alors, ça augmente tous les jours. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a atteint les 550 sites. On est le 6 avril, on a dépassé les 550 sites. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on voit que c'est que depuis 2014 qu'on peut réinjecter du gaz dans les réseaux, et que finalement, en peu de temps, donc en moins de 10 ans, on a une filière qui est passée de 0 à 550 sites, à 9 Tera. Et puis, on voit qu'on a une capacité, une visibilité sur la suite de la production, puisque on a tous les porteurs de projets qui sont venus nous voir en nous disant j'ai telle capacité de production, est-ce que je peux me raccorder sur votre réseau à échelle 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, tous ces gens qui sont venus nous voir, ça nous permet d'avoir un stock de projets et avec de la visibilité où on sait qu'on peut, voilà, on va pouvoir avoir dans les 3 ans à venir une capacité de 16 Tera supplémentaires et donc un peu moins de 1000 projets qui vont continuer d'arriver et de voir le jour. Voilà, une petite image qui vient montrer un petit peu le dynamisme de cette filière, où on voit qu'en 2017, on avait 44 sites. Moi, à titre d'exemple, j'ai regardé les derniers slides qu'on avait utilisés pour notre webinaire qui date de peut-être 18 mois, et on était aux alentours des 200, 250 sites. Je présentais, je faisais un peu le même constat, mais il n'y avait que 200 sites. Aujourd'hui, on est à plus de 550. Donc voilà, ça montre vraiment le dynamisme de cette filière. Et si on passe sur la slide suivante, ce que je voulais faire remarquer, c'est que à fin 2022, donc on est à 9 Tera, ça correspond à peu près à un réacteur nucléaire. Avec les sites qui sont mis en production et qui injectent sur notre réseau, on sera en capacité d'avoir l'équivalent de production d'un deuxième réacteur nucléaire à horizon 2023. Donc là, on voit, hein, c'est une filière qui avait le jour en 2014. Hein. Donc en 10 ans, on aura réussi à produire l'équivalent, avoir une capacité de production équivalente à 2 réacteurs nucléaires. Et puis si on regarde à horizon 2030 avec tous les projets qu'on a dans les cartons, c'est la capacité de production de 11 réacteurs nucléaires qu'on peut mettre en service à horizon 2030. Et finalement, ça montre quoi? Ça montre que quand on parle de gaz pour décarboner notre énergie aujourd'hui et dès demain, voilà, c'est vraiment ça qu'on veut dire. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'électricité, d'électrifier certains usages. Pour autant, partir sur du tout électrique, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que surtout quand on voit le dynamisme de cette filière et la capacité de mettre en service de nouvelles productions d'énergie renouvelable et puis locale sur notre territoire, est-ce que ça vaut pas le coup de s'y intéresser, de s'y arrêter un petit peu? On peut peut-être passer à la suite. Voilà, donc là on a regardé, hop, ouais, on a regardé localement, nationalement en France, et finalement sur notre territoire, comment ça se traduit? Faut savoir que la région Occitanie a signé donc a signé une convention avec pour objectif 20% de gaz renouvelable à horizon 2030 localement sur l'Occitanie. Donc vous disiez en introduction, hein, on est la première région à vouloir être une région à énergie positive. Le gaz renouvelable s'inscrit dans ces objectifs-là, avec la région qui s'engage avec des objectifs de 20% à horizon 2030. Et on le voit, hein, encore une fois, sur la dernière présentation que j'ai fait avec l'ALEC, on était à 7 sites dans notre région. Aujourd'hui, on est à 17 sites. Nous, en Languedoc-Roussillon, on avait Perpignan qui avait 2 sites de production. Aujourd'hui, on a Florensac qui injecte avec un agriculteur céréalier qui injecte du biométhane sur la maille de Florensac. On a la station d'épuration de Sète, on a la station d'épuration de Nîmes, et puis on a encore d'autres projets qui arrivent. Voilà, avec encore 42 projets qui sont dans les cartons et qui ont une capacité de pouvoir tripler cette production annuelle à horizon 2025. Alors le gaz renouvelable, on parle de décarbonation. Qu'est-ce que ça, c'est quoi la décarbonation avec le gaz renouvelable? Voilà, on vous a mis une petite échelle un petit peu du poids carbone des énergies. Alors là, on parle de poids carbone, c'est conventionnel, c'est le poids carbone qui est
utilisés pour les moteurs de calcul dans la réglementation environnementale. Et donc, on voit que le gaz naturel a un poids carbone de 227 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie consommée. L'électricité, lorsqu'elle est utilisée pour le chauffage, émet 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Et puis on voit que le biométhane, lui, c'est une valeur qui est inscrite dans la base carbone de l'ADEME, qui est de 44 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc ces 44 grammes, voilà, c'est une diminution de 80% des émissions. Donc tout à l'heure, je vous disais, aujourd'hui, vous avez une chaudière qui consomme du gaz fossile. Demain, vous faites le choix de consommer du gaz renouvelable. Vous diminuez de 80% vos émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Voilà, donc c'est vraiment deux objectifs. On diminue les consommations globales d'énergie et puis sur l'énergie que l'on consomme, objectif diminuer le poids carbone de nos énergies. 44 grammes, pour finir sur cette slide, c'est à peu près équivalent au poids carbone de l'énergie photovoltaïque. Voilà. Donc de l'électricité produite avec du photovoltaïque, c'est 44 grammes à peu près, équivalent au biométhane. Voilà, j'en ai fini sur le gaz renouvelable. Petit point pour vous dire voilà, l'accompagnement que nous, on peut vous proposer, donc nous, GRDF, dans vos projets. Alors d'abord, on a un responsable commercial dédié pour l'ensemble des syndics de copropriété, qui est Benoît Ridao, qui est donc dans nos bureaux à Montpellier, donc qui est un acteur local qui connaît très bien la région. Et puis donc, il peut vous accompagner donc déjà pour lorsque vous avez ne serait-ce que des questions sur moi, voilà, j'ai une chaufferie gaz, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai besoin d'un petit peu de visibilité ou voilà, je veux bien avoir un petit peu d'infos. Évidemment, il y a l'ALEC. Ensuite, il y a Benoît qui est là aussi pour vous. Voilà, pour tous vos projets donc, de rénovation, déjà pour faire des études de faisabilité aussi, vous apporter tous les conseils et toute l'information que l'on peut vous apporter ce soir, et puis de manière plus personnalisée pour votre projet. Et puis ensuite, ça peut aller voilà, jusqu'au devis de raccordement pour, ou en tout cas pour remettre à niveau le raccordement existant. J'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas beaucoup posé de questions dans le chat, ou alors c'est qu'il n'est pas à jour. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Oui. Allô, allô. Oui. Oui, bonjour, Sébastien Dagou, groupe Omnium. Merci pour cette présentation. Avec Alors, plaisir. juste pour se présenter, nous sommes une entreprise, une PME qui est spécialisée dans la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, avec une activité forte en Occitanie, hein, et des bureaux, des entrepôts et des équipes à Castries, près de Montpellier. J'avais un commentaire. Enfin, merci aussi à l'ALEC d'organiser cet atelier. Nous, on le voit, on fait pas mal de copro, d'actions en collectif, aussi sur du public, hein. Et on voit qu'il y a souvent, un premier commentaire, c'est il y a souvent une déconnexion entre l'approche sur les réseaux, les systèmes, et l'approche sur le bâtiment. C'est deux mondes qui ne se parlent pas toujours dans les projets. Et ça, c'est un point important, hein, c'est de bien avoir cette approche globale dans la réno d'une copro ou d'un bâtiment public ou de quelques bâtiments d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un premier commentaire pour aussi bien dimensionner, hein, les systèmes de De chauffe chauffage et de chaudement. et c'est vrai qu'on apprécie votre commentaire sur la version mixte, hein, parce qu'il y a souvent, il n'y a pas une solution, quoi. Il y a vraiment chaque bâtiment, chaque copro est unique, donc c'est vraiment une solution à la carte qui est à construire. À ce sujet, moi j'avais deux questions. Une première, c'était est-ce que vous auriez des exemples? Ça serait intéressant d'échanger sur des exemples concrets derrière. Ça, c'est un point. Deuxième, c'est par rapport à cette remarque sur la réno globale. Je ne vous ai pas entendu beaucoup parler de la ventilation, toutes les solutions de ventilation qui peuvent contribuer aussi aux questions de chauffage et qui sont clés, hein, quand on fait de la rénovation. Donc, comment vous intégrez ça dans les deux questions? Alors, première question sur les références.
des références, il y en a, ou en tout cas, il va y en avoir. L'hybridation, je pense qu'on en parle depuis assez peu. C'est une notion qu'on voit apparaître déjà dans les textes réglementaires depuis cette année ou l'année dernière, hein. Cette année, bon, c'est une année assez importante vu qu'on a le Parlement qui devrait décider de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Et depuis cette année, ils tiennent compte d'un schéma hybride sur les solutions gaz. Et puis, depuis le début de la réglementation environnementale, on voit qu'il y a l'ensemble des fabricants de systèmes de chauffage aussi qui ont mis à leur catalogue des gammes de systèmes hybrides. C'est quelque chose qui est relativement récent, et avant, on ne se posait pas forcément ces questions-là. Aujourd'hui, on se les pose, et tant mieux. Et donc, bon, voilà, on sait nous, en tout cas, on est là pour vous accompagner sur éventuellement des études préliminaires à réaliser pour s'assurer du bon dimensionnement de ces systèmes. Et puis, on pourra s'appuyer effectivement sur des références. Alors, aujourd'hui, on n'en a pas localement à vous présenter. Pour autant, il y a d'autres régions qui ont déjà fait ce choix-là. Et donc, au cas par cas, on pourra essayer de vous accompagner, en tout cas de vous présenter des références particulières. Et puis pour la deuxième question sur la ventilation, effectivement, je ne l'ai pas abordé parce que ici on parle de solutions collectives, de chaufferie collective. Et donc finalement, la ventilation ne devient un objet que dans l'aspect isolation et étanchéité du bâti. Et donc là, vu que je n'ai traité que la partie système de chauffage, ou en tout cas génération de chaleur, voilà, j'ai pas du tout parlé de système là, mais évidemment, lorsque je dis que avant de rénover une chaufferie, il faut refaire de l'isolation. De l'isolation entraîne refaire une étanchéité du bâtiment, et refaire une étanchéité entraîne refaire une ventilation pour avoir une qualité d'air intérieur convenable. Donc évidemment, voilà, je pense que M. Dago, vous aurez toute la compétence pour pouvoir aussi accompagner les personnes qui le souhaitent sur ces thématiques-là. Oui, en effet, c'est vrai que nous, à l'ALEC, on accompagne les copropriétés dans des projets de rénovation globale, et on est tous sur le scénario négawatt, hein, donc sobriété, efficacité et renouvelable. Là, on faisait un focus aujourd'hui sur vraiment les systèmes de chaufferie collective gaz. Toutes les copropriétés qui nous ont téléphoné un petit peu en panique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on voulait vraiment essayer de répondre à ces syndics et ces copropriétaires, et de leur montrer toutes les alternatives. Donc, c'est vrai que même moi, à titre personnel, j'ai demandé à GRDF un webinaire sur le chaufferie de gaz et les alternatives. Et l'hybridation, c'était une solution. Je n'ai pas du tout évoqué la VMC, mais évidemment, on en parle tout le temps nous, dans nos projets de rénovation globale, parce qu'on incite les copropriétés à faire ou DPE, évidemment DPE collectif et 3PT, hein, c'est l'obligation, et un audit énergétique pour aller plus loin et puis engager un projet de rénovation globale. Si je peux compléter, là on parle d'hybridation, mais on a eu quelques références quand même avec vous. On a travaillé avec l'ALEC sur des rénovations globales, et notamment avant-après, avec aujourd'hui les données de consommation que l'on peut fournir à travers les compteurs communicants. Et il y a quelques quand même références aussi qui ont été réalisées sur la métropole montpelliéraine, avec des rénovations de chaufferie, sans parler d'hybridation, mais de chaufferie gaz en tout cas. Ce serait intéressant dans le cadre de l'animation du territoire et des professionnels, hein, donc, je vous contacterai du coup, M. Dago, pour vous rentrer dans mon annuaire des pros aussi, ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas de se faire un petit déjeuner le matin ou un café climat le soir, et éventuellement voilà, de montrer un exemple comme ça, de pouvoir échanger autour d'un cas concret. Donc, vous serez tous sollicités pour ça, aucun problème. Des solutions avec les chaudières individuelles. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la PAC hybride individuelle est une solution qui existe et qui est aussi bien dans le neuf ou l'existant, mais qui existe surtout pour le marché de la maison individuelle. Un peu moins pour le bâtiment collectif. Tout simplement parce qu'une pompe à chaleur individuelle dans des résidences d'habitat collectif, ça peut être compliqué, hein. Il faut quand même pouvoir mettre et multiplier des unités extérieures, soit sur des balcons, soit en toiture. Il n'y a pas toujours la place. Donc c'est ça vraiment la difficulté première en fait de solutions hybrides en individuelles en bâtiment, en logement collectif. C'est où est-ce qu'on met toutes les unités extérieures.
Aujourd'hui, on a des fabricants qui développent des solutions hybrides individuelles pour le marché du neuf notamment. Donc forcément, le fait que le marché du neuf tire ces solutions-là, on va avoir des solutions qui vont être déclinables dans l'existant. Voilà, aujourd'hui, certains fabricants commencent à avoir des solutions sur le catalogue. C'est en cours. Voilà, ça arrive. Après, moi, j'ai envie de dire que sur la chaudière individuelle en rénovation, pour le moment, la meilleure solution, c'est la chaudière THPE à très haute performance énergétique, couplée à une rénovation du bâti qui permet voilà, de faire de fortes économies d'énergie et de consommation. D'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a un sujet sur ça, vous pouvez être confronté en tant que syndic à quelques problématiques techniques liées au conduit de fumée, donc sur l'évacuation des produits de combustion, où la chaudière THPE ne va pas être forcément compatible. Donc sachez que là aussi, on peut vous accompagner sur l'analyse du conduit de fumée. Si vous êtes dans des cas comme ça, prenez contact avec nous parce qu'on a un accompagnement financier pour traiter ces points spécifiques de remplacement de chaudière ancienne génération vers une THPE. Et puis pour recompléter. Oui, monsieur Tournier. Bonjour. Voilà, bonjour. Je suis sur Nîmes. On a donc, vous l'avez précisé, un site qui permet donc d'avoir du gaz vert partiel, mais qui alimente 4 sous-stations. Concernant les chaufferies collectives qui sont dans les autres quartiers de la ville de Nîmes, est-ce qu'on pourra prétendre à du gaz vert dans les années à venir? Vous avez parlé de gaz vert 100% à l'horizon 2050. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'ici là sur Nîmes? Et allez, c'est ma première question. Ouais, c'est possible. Et puis la trajectoire, c'est 30% déjà, 20% en 2030. Il faut savoir que le réseau est interconnecté. Donc, vous avez vu la carte, il y a un maillage avec une production non négligeable plutôt dans le nord de la France ou dans la partie sud-ouest. Notre réseau étant interconnecté, vous avez quand même du gaz vert qui circule, même s'il n'y a pas de la production qui est faite en local. Et à terme, il n'y aura de toute façon que du gaz vert dans nos réseaux. Donc, même s'il n'y a pas la production à Nîmes, le réseau étant interconnecté, ça sera du gaz vert qui circulera dans le réseau. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, je m'excuse. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un site de méthanisation pour pouvoir prétendre à du gaz vert. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un site dans la ville de Nîmes pour avoir du gaz vert à Nîmes à terme, puisqu'on n'aura de toute façon que du gaz vert dans nos réseaux. Donc, il pourra être produit à Montpellier et vous pouvez le consommer à Nîmes, sachant que notre réseau est interconnecté entre la production et la distribution. D'accord. OK, donc quand on conseille à nos clients de ne surtout pas supprimer leur chaufferie collective au gaz, on a raison puisque, comme disait M. Moyano, c'est quasiment la même molécule et en plus, donc, on œuvre donc, pour la planète puisqu'on sera totalement décarboné. En fait, contrairement aux messages qui ont circulé récemment avec la crise sur l'approvisionnement, sur le manque de gaz, sur le prix, aujourd'hui, en fait, dans la réalité, on ne peut pas se passer du gaz. Et par contre, on sait que ce gaz, il faut le verdir. En fait, ce qui embête, c'est le poids carbone du gaz. Et vous voyez qu'on est en train de verdir cette trajectoire, ce qui est nécessaire par rapport aux enjeux. Si je fais un peu de politique, dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on est la seule énergie aujourd'hui qui respecte cette trajectoire-là, des énergies renouvelables. Donc, on est vraiment en ligne et conserver du gaz aujourd'hui, c'est aussi faire le choix d'une énergie verte demain. Par contre, l'interrogation, c'est le prix. Et le souci qu'il y a eu avec la crise, mais qui est plutôt conjoncturelle et pas structurelle, c'est la hausse des prix. Mais cette hausse des prix, on l'a vécu toute énergie confondue, que ce soit du fuel, que ce soit du gaz ou que ce soit l'électricité. Et c'est là que, en fait, dans la stratégie qu'il faut avoir, on revient à l'efficacité globale de la rénovation. C'est je fais une rénovation globale de mes logements, j'isole mes logements pour consommer le moins possible. Par contre, cette énergie, il faut qu'elle soit la plus verte possible.
que mon système soit performant. Donc ça, c'est ma chaudière. J'ai une chaudière THPE ou hybride couplée à du solaire. Donc là, je vais gagner en efficacité. Et un point qu'il ne faut pas oublier, c'est les gestes. Il faut aussi que les gestes qui soient faits par les utilisateurs soient en adéquation avec tous les efforts qui sont faits dans l'isolation du bâtiment, avec une régulation. J'utilise ma régulation. Enfin voilà, c'est aussi repartir avec une habitude, en tout cas, de gestion d'énergie. Mais en travaillant sur ces 4 phases, c'est comme ça qu'on gagnera. Et encore une fois, vous avez compris, la stratégie de GRDF, ce n'est pas imposer une énergie, c'est d'hybrider, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de mono-énergie, ça ne tient pas la route et on se coince. Donc, c'est de gagner en efficacité, quel que soit le système. Sauf à horizon 2050. Mais peu importe, à horizon 2050, ce qu'on vous présente aujourd'hui, le gaz sera vert. Pour autant, il faudra diminuer les consommations. Et si on peut hybrider, l'hybridation, c'est de prendre le meilleur de chaque système. Si j'hybride avec du solaire, je vais avoir une production, mais qui peut être intermittente. En fait, je vais avoir un apport solaire plus ou moins important. Je vais prendre tout ce que je peux prendre. Je fais mon complément avec du gaz, pareil avec une pompe à chaleur. Donc, c'est jouer sur l'efficacité des systèmes. Alors, sur le papier, ça semble très intéressant. Par contre, en pratique, ça l'est moins. Moi, j'ai effectivement des installations collectives qui sont hybridées avec du solaire, avec du gaz, avec une PAC d'ailleurs qu'on doit remplacer, ça nous coûte 100 000 euros. Et on se rend compte sur le terrain qu'on a peu de professionnels qui ont la compétence pour pouvoir entretenir l'ensemble de ces systèmes, ce qui m'amène à dire que le plus simple est toujours le mieux. Donc, si on hybride juste avec une PAC toute simple, ma foi, pourquoi pas, mais avec un système solaire, là, on commence à rencontrer de graves difficultés. Bon, ça, c'est aussi l'un des avantages que l'on a, c'est de pouvoir aussi vous mettre en relation avec les professionnels compétents sur la région qui sont en mesure de répondre à ça. Après, effectivement, c'est sûr que le but, c'est de faire un système le plus simple possible qui répond aux besoins et aux objectifs finalement et aux contraintes de l'usager de la manière la plus simple possible. Tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce que je dois faire de retenir les gens de changer leur chaudière gaz pour mettre autre chose. La première question, c'est qu'est-ce qui motive ce choix finalement? Est-ce que c'est juste une peur, un contexte actuel, un message de fond sur cette énergie-là? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que voilà. Donc c'est Oui, tous c'est ces la peur. sujets-là. C'est la peur du prix du gaz avec ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Les gens, effectivement, se posent des questions. Ils savent que nous sommes en France le fleuron mondial du nucléaire en faisant produisant de l'électricité. Mais comme disait M. Wagner, tout augmente en même temps. Quand le gaz Ouais. augmente, l'électricité aussi. Donc finalement, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Je crois qu'il est un petit peu urgent d'attendre là pour Exactement. voir comment les choses vont se passer. Il y a une autre question que je voulais poser, c'est que vous écriviez dans votre schéma que les chaudières, on avait un DPE en C et Oui. les systèmes hybrides et les systèmes totalement PAC, on peut prétendre à du A. Ça aussi, ça m'interroge. Y Pourquoi? compris une chaudière avec du gaz vert, on serait en C? Alors, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un DPE, on n'a pas l'option de pouvoir cocher la case ma chaudière consomme du gaz vert. D'accord. Avec du gaz vert, on serait en A. Exactement. D'accord. Ok, ça va. Et on ne serait pas obligé d'avoir 100% de gaz vert. Je pense que ça veut dire qu'on pourrait atteindre l'étiquette A si c'est reconnu avant 2050. Autrement dit, à partir de, je crois que c'est entre 60 et 70% de gaz vert en proportion sur les consommations. Donc, le jour où on a entre 60 et 70% dans nos tuyaux de gaz vert, on est déjà étiquette A. Donc, on pourra l'atteindre avant 2050. Moi, j'ai une question. Oui, pardon. On a une question, M. Chegalon, en fait, qui est dans le chat. M. Dago, vous vouliez réagir avec M. Tourdia? J'avais une question, mais je vous laisse adresser la question de M. Oui, bien, il avait levé la main tout à l'heure. Donc, M. Chegalon, vous pouvez prendre la parole. Vous parlez d'une prime je ne comprends pas en fait de quoi vous parlez. Le système hybride est subventionné avec la prime de 1 000 € d'une PAC. Il y avait un bonus sur les pompes à chaleur de 1 000 €.
qui était possible également sur les pompes à chaleur hybrides. Il me semble que ce bonus-là touche à sa fin puisqu'il était jusqu'à fin mars 2023. Il était à la base prévu jusqu'à fin décembre 2022. Il a été prolongé à mars 2023. Et si je ne m'abuse, je ne suis pas le plus pointu sur toutes les aides, mais je pense que le bonus de 1 000 € a pris fin ou va prendre fin. En tout cas, il est sur le point de s'arrêter. Voilà. Mais ce n'était pas en copropriété, ça, c'était pas en logement individuel. Je sais. Ça- Ouais, c'était peut-être sur du logement individuel. J'ai pas toutes les petites astérisques après sur les. en Je copro- sais, je connais les aides auxquelles les systèmes peuvent prétendre. Après, dans quelle case, je suis un peu moins bon malheureusement. Je veux pas vous dire de Monsieur, bêtises. Monsieur Chégalon, je me le note parce que pour moi, en copropriété, on a évidemment bon, les C2E, on a ma prime rénov copropriété, on a les primes copro fragiles si besoin, on a des bonus sortie de passoire énergétique ou étiquette BBC, la prime plan climat, air, énergie et territoire de Montpellier Métropole si on a 40% de gain énergétique. Évidemment, MPR copro, c'est 35% de gain énergétique, mais j'ai pas en tête cette prime de 1 000 €. Moi, ces primes de 1 000 €, c'était pour les logements individuels, mais je regarde ça et je vous ferai un retour. Tant que vous êtes sur les aides, je complète avec l'accompagnement possible de GRDF sur des chaufferies fuel qui passeraient en gaz. On est sur 180 € par logement d'accompagnement. Et sur les chaudières individuelles, tout à l'heure, on parlait de remplacement avec des possibilités de basculer des chaudières ancienne génération à des chaudières THPE. On a une aide de 400 € par chaudière sur des copropriétés. Okay. Et du coup, Monsieur Dugo, du coup, vous pouvez reprendre la parole pour la question que vous aviez à poser. C'est une question pour vous, en fait. D'accord. Par rapport à la LEC de Montpellier, par rapport à ce sujet, quelle est la position de la LEC par rapport à cette question sur les différentes sources de chauffage et d'énergie, ces notions d'hybridation? Quelle est votre position, 1? Et 2, quel est votre rôle par rapport aux copros, notamment je pense au PPT, dans l'émergence des PPT et dans le rôle de tiers de confiance? Alors nous, on travaille pas mal avec, je ne sais pas si vous connaissez sur Marseille, l'équipe de Philippe Michaud, la LEC, là, ils ont ce rôle de tiers de confiance et c'est vrai que pour avoir une double casquette, moi je suis au conseil syndical d'une grosse copro à Marseille et on voit l'intérêt de ces tiers de confiance parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué la question d'embarquer les propriétaires dans une démarche de rénovation, de changement de chauffage. C'est très compliqué. Et donc, quel est votre rôle par rapport à ça? Donc voilà, c'est ça mes deux questions. Votre avis sur l'hybridation et votre rôle sur Montpellier, enfin, ou sur l'Occitanie. Oui, bah nous, on est sur la métropole. Mais alors, nous, notre avis sur le mix énergétique, l'hybridation des systèmes, nous, on n'est pas vraiment sachant. Donc, on est là pour accompagner les copropriétés. Je vais faire une réponse sur les deux. Donc, on est là pour. On est donc neutre. On est le tiers de confiance. On est la casquette au milieu. On fait le lien entre tout le monde. Le but, c'est d'accompagner la copropriété. Donc, on rencontre le conseil syndical. On va identifier un petit peu le potentiel de la copropriété. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet? Si j'ai une copro qui est déjà année 2010, toute rénovée, bon, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, nous, on est là pour les accompagner et leur donner, en fait, toutes les possibilités devant elles. C'est pour ça qu'on fait ces webinaires, parce qu'on ne peut pas dire, cette copro, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça, je vais vous conseiller ça. On ne peut pas savoir. Donc, nous, on veut expliquer tous les systèmes qui existent, donc l'hybridation. On parlera aussi du réseau de chaleur urbain dans un autre webinaire, des chaufferies bois dans un autre webinaire également. Donc, le but, c'est que les copropriétés puissent avoir un maximum d'informations possibles, de pouvoir avoir un bureau d'études thermiques qui fasse un audit énergétique derrière et qui puisse, en fonction de chaque scénario, trouver le pourcentage de gain énergétique le plus haut et le rapport, l'investissement, le temps de retour sur investissement le plus agréable pour les copropriétés également. Donc, nous, on est là en train d'accompagner les copropriétés. On ne peut pas leur dire mettez plus de gaz ou plus de bois ou plus de réseau de chaleur urbain. On leur montre toutes les possibilités. Avec le bureau d'études, les scénarios sont calculés et puis ensuite, c'est les copropriétaires, c'est eux qui vont décider, qui vont voter
on est vraiment neutre au niveau des énergies. C'est pour ça qu'on veut vraiment faire des webinaires sur toutes les alternatives, que tous les acteurs soient là, que chacun explique un peu chaque système. Et c'est pareil pour les professionnels, pour tout le monde. On essaie d'avoir le plus de données à communiquer aux syndics, mais après, c'est eux ce sont les conseils, ce sont les copropriétaires qui votent. Donc, moi, enfin, on ne peut pas avoir de position voilà, pour une autre énergie ou l'une ou l'autre des énergies. Nous, de toute façon, notre position, si vous voulez tout savoir, c'est la meilleure énergie et celle qu'on ne consomme pas. Donc, nous, c'est sobriété, on met un pull et puis on essaie d'être le plus sobre possible. On insiste beaucoup là-dessus. Hein. On a beaucoup d'animations sur les éco-gestes. Hein. On parle, moi, je fais des conférences dans des maisons pour tous là où j'essaie d'informer, sensibiliser un maximum de copropriétaires et on leur parle de la température de consigne à 19 degrés. On leur parle voilà, de le fait d'avoir une bonne isolation. Ben, on a un mur qui est moins froid, donc on a une température de ressenti qui est plus haute, qui est plus agréable. On parle beaucoup de tout ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'accompagnement de l'ALEC. Parce que c'est vrai que, comme je le redis, hein, on voit qu'en amont, il y a vraiment ce besoin. On est sur un domaine où il y a eu pas mal d'escroqueries, il y a pas mal il y a une question de confiance. Il y a vraiment, nous, dans notre conseil syndical, là, on a plein de réflexions, mais on a besoin de. C'est pour ça que nous, par exemple, on a fait l'appel à l'ALEC sur Marseille, parce que vous avez ce rôle de tiers de confiance qui est vraiment intéressant. Oui. Pour avoir aussi cette approche globale et neutre. Bien sûr, là, je reprends ma cassette. Je ne dis surtout pas d'orienter vers un tel ou un tel, mais le gros problème, c'est tout le monde veut y aller, mais on ne sait vraiment pas par quel bout prendre là, en copro. C'est vraiment compliqué. Exactement, et c'est pour ça qu'on essaie voilà, d'expliquer en fait, parce que c'est pas si simple, toutes les aides financières, tous les systèmes, et puis les obligations, la loi climat et résilience, donc vous en parliez, du 3PT, le DPE collectif. Mais oui, mais si je fais un audit, du coup, est-ce que je peux me dispenser du DPE collectif? Eh bien non, c'est pas possible, c'est différent, donc c'est pas vraiment facile. Mais on essaye voilà, on est là pour aider, conseiller un maximum de copropriétaires à rentrer dans cette transition énergétique. Je voulais peut-être répondre à la question de Maëlle, ou en tout cas compléter. Oui, je vous laisse répondre. Sur la question, donc on parle de pompe à chaleur, effectivement. On parle de pompe à chaleur RO, c'est-à-dire que c'est des pompes à chaleur qui puisent leurs calories dans l'air et qui vont venir réchauffer une boucle d'eau. En comparaison avec les clims réversibles, je comprends un peu les monosplits qu'on peut voir fleurir dans les villas, dans les maisons individuelles ou dans certains appartements. Un monosplit, c'est une pompe à chaleur RR, c'est-à-dire que c'est une pompe à chaleur qui va venir prendre ses calories dans l'air et qui va venir souffler de l'air. Donc, elle prend les calories dans l'air et elle chauffe de l'air. Et c'est différent, et en tout cas, ce n'est pas ce type de pompe à chaleur-là desquels on ne parle pas de ce type de pompe à chaleur-là dans les systèmes hybrides. Et de manière générale, hein, c'est plus pertinent d'être sur des systèmes qui vont chauffer de l'eau, hein, en boucle d'eau, que sur des systèmes qui vont chauffer de l'air. Voilà. Je sais pas si ça répond, mais en tout cas, ce sont bien deux choses différentes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, parfait, c'est bon. Maëlle valide. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, vous aurez tous accès à la présentation. Hein. Elle a été enregistrée. Elle sera en ligne sur le site de l'ALEC. Voilà. Avec la présentation donc, de GRDF. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, l'ALEC, hein, vous avez nos coordonnées. Vous aurez mon email aussi dans l'envoi. Et puis à contacter Monsieur Ridao de GRDF, qui peut être voilà, une porte d'entrée, un accompagnateur si vous avez des systèmes gaz chez vous ou si vous souhaitez. Voilà. N'hésitez pas voilà, à nous contacter même en même temps. On peut se faire des rendez-vous en commun. Hein, je veux dire, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, renseignez-vous et puis décidez, voilà, essayez de vous renseigner sur le plus le plus d'énergie possible pour trouver la meilleure solution pour votre copropriété. C'est ça qui est super, super important. J'avais une toute petite question, si c'est encore possible, à poser à Monsieur Moyano. Vous disiez il y a un instant, en début de présentation, que le gaz pouvait être stocké, mais pas l'électricité. Alors l'électricité, je comprends, mais le gaz, je ne comprends pas.
C'est le principe du gaz porté, des cuves Primagaz par exemple, sans vouloir citer de marque, mais c'est une énergie que l'on sait stocker, c'est-à-dire on a une bouteille de gaz, ça se stocke. Et à l'échelle d'un pays, ce sont des grandes cavités, des capacités de stockage en fait, ce sont des cavités salines dans lesquelles on peut stocker du gaz, donc la molécule dans des grandes cavités imperméables à cette molécule stocke le gaz. Les stocks en France, ils correspondent à l'équivalent d'une consommation de 3 mois en fait. Ça veut dire que il faut imaginer un petit peu, c'est comme si les fournisseurs, ils achetaient toute l'année les mêmes quantités de gaz. C'est juste que l'été, ils achètent beaucoup de gaz et on en consomme peu, donc ils mettent tout ce qu'on ne consomme pas dans les stocks. Et puis l'hiver, ils achètent la même quantité de gaz. Et puis tout ce qu'ils achètent et qui manque dans la consommation, ils le prennent du stockage pour le donner aux consommateurs. D'accord, voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Et puis, je tenais, si je peux me permettre, vraiment à vous remercier à tous parce que le sujet est très pertinent et très d'actualité et le support que vous nous avez fait visualiser est vraiment de grande qualité. Moi, j'avais plein de questions et j'avais toutes les réponses quasiment dans votre support. Merci encore. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Monsieur Tourdia, on fait une réunion dans peu de temps qui pourrait vous intéresser sur des prix d'énergie. On vous fera passer une invitation aussi parce qu'il y a des acteurs externes qui viennent et qui seraient intéressants à rencontrer en tout cas. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, M. Tourdia, c'est gentil. C'est vrai que ces webinaires, ça répond vraiment à une problématique de terrain auquel on est confronté en tant que conseiller. Et donc, j'avais vraiment envie d'essayer d'informer le plus possible de syndics sur ces systèmes-là, puisque je sens les copropriétaires un peu dépassés. Donc, je voulais d'apporter le plus de réponses possible et que ce soit clair, même pour tous les gestionnaires syndics, que ce n'est pas toujours évident de conseiller les copropriétaires. Je sais ce que c'est. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était l'idée. C'est bien que ça fonctionne. Ouais, ce qui est difficile pour nous, les copropriétaires, les syndics, c'est le manque de cohérence au niveau législatif. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de manque de cohérence et des obligations légales et réglementaires qui sont espacées dans le temps. Pourquoi demander un PPPT en une année et puis le DPE collectif un an plus tard, ce genre de truc, alors que c'est juste stupide de ne pas faire les deux en même temps. Et puis, c'est juste stupide de ne pas proposer de faire un audit énergétique et si on veut aller chercher ma prime rénov' copropriété. Donc, c'était évident qu'il aurait fallu faire un 3 en 1, mais ça, malheureusement, ça n'avait pas été pensé par nos législateurs. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on conseille en général aux syndics. On leur dit le mieux, c'est de faire un package. Et c'est ce que les structures proposent en général. Un package 3 PT DPE. Comme ça, au moins, c'est le même prestataire qui le fait. Et il y en a certains qui font des options, l'audit énergétique en option. Donc, et ça fait des économies d'échelle. On fait tout en même temps. Et puis, au moins, on part sur un bon projet. Donc, c'est complètement pertinent. Eh bien, merci à tous. On va clôturer ce webinaire. J'en profite juste avant de clôturer. Il y a un salon, alors il n'est pas sur Montpellier, il est sur Toulouse, le salon Solucop, qui se tient les 24 et 25 mai prochains à Toulouse, donc pour notamment les syndics. Sachez que nous serons présents et nous aurons un stand et c'est l'occasion aussi d'échanger en direct. Donc, si parmi vous, certains passent sur le salon, nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand. Parfait, merci. Vous aurez vos homologues de l'ALEC, mais toulousains, qui seront présents sur le salon. Je les connais bien, oui. Super, parfait. Bonne soirée à tous, merci. Et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.